Bien, le titre qu'on m'a demandé de discuter est au fil de l'âge, maintenir ses capacités de résilience avec les interventions non médicamenteuses. Et, et il faut que ça tourne. Non. Non. Oui, je le fais, mais ça ne tourne pas. Ah, très bien. Et alors, comme je suis neurologue, on va parler du cerveau, c'est-à-dire cette masse qui fait 1 kg à 1,5 kg dans la tête de chacune et chacun, plus lourde chez les messieurs que chez les dames, mais plus rapide chez les dames, puisqu'il tire sa force non pas de la masse, mais du nombre de cellules nerveuses, qui sont aux environs de 100 milliards, et qui pour chacune d'entre elles sont liées à 1000 à 10 000 autres, qui font environ 1 million de milliards de synapses. Et nous n'avons que 22 000 gènes pour nuancer l'harmonisation de ces transferts de messages de neurone à neurone, ce qui fait que c'est bien peu. Et il y a donc de la place pour l'apprentissage, pour l'expérience, pour l'intuition, en compétences que nous allons développer tout au long de la journée grâce à cette belle démarche. Quand nous essayons effectivement de lobéliser le cerveau, vous apercevez que pour chacun des lobes, nous y avons lié un certain nombre de fonctions principales, mais lorsque nous faisons ce qu'on appelle la tractographie, on s'aperçoit effectivement que tous ces lobes sont liés entre eux et qu'effectivement, c'est le soutien, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que la capacité du cerveau à survenir à l'une ou l'autre lésion dans une autre partie qui ne lui était pas dévolue. Et nous savons enfin qu'effectivement, la nuit ne porte pas seulement conseil, mais ce doit être d'une qualité particulièrement respectée, non pas en quantité, mais en qualité et en rythme. Et si elle n'est pas respectée, nous savons que la qualité de vie diurne peut être altérée. Le cerveau est donc un réseau de neurones qui fonctionne en harmonie avec soi-même, avec le corps, avec l'environnement, qui analyse, adapte et prévoit. Et il stimule, il modélise et trouve des solutions. Alors j'ai repris une phrase que j'ai lue dans L'art de soigner de Alain Toledano, de Georges Guillain, qui dit ceci: la santé est avant tout non pas une norme, mais un état suffisamment équilibré et stable pour que l'individu en pleine santé puisse s'adapter à de multiples situations. C'est le pouvoir de rectifier les déséquilibres et de persévérer dans ces équilibres malgré les obstacles multiples que la vie oppose. Et effectivement, la santé est un équilibre instable. Et je vais vous insérer un petit peu de belgitude, si vous voulez bien. C'est que nous avons effectivement en Belgique un prix Nobel en 76, monsieur le professeur Ilya Prigogine de l'ULB, qui, avec ses forces dissipatives, définissait un peu cette instabilité, en disant que toute situation thermodynamique tend à s'équilibrer. Et lorsqu'elle se déséquilibre, eh bien cette situation qui est déséquilibrée tend elle-même à s'équilibrer, avec des points de repère qu'on ne connaît pas et qui ont fait en fait qu'elle nous échappe. Et comme tout système thermodynamique, il va y avoir des répercussions à distance où la temporalité ne nous paraît pas claire. Nous naissons, nous sommes harmonieux, nous sommes très beaux, très jolis, très ronds, mais déjà in utero, nous sommes agressés par des perturbateurs endocriniens. Et au sortir, les facteurs qui nous agressent sont de plus en plus nombreux et divers, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ces mécanismes de compensation qui nous sont liés par notre profil génétique, notre sensibilité génétique, soient dépassés et nous passons de l'harmonie à la désharmonie, au chaos. Et si nous ne prenons pas garde, si ce chaos s'installe et s'équilibre, il va nous échapper. Donc, on a tout intérêt à agir avant que ça ne s'installe. D'où l'intérêt, et là, j'en reviens à la phrase, non pas de notre Belge, mais d'un autre compatriote qui est Leonardo da Vinci, qui disait « ne pas prévoir, c'est déjà gémir ». Il ne disait pas guérir, parce qu'on ne guérit de rien. Nous, professionnels de la santé, nous mettons des rustines simplement. Donc, l'intérêt est de détecter les signes précoces, de façon à agir au mieux, et le mieux, c'est de le faire tous ensemble. Parce que la maladie, comme l'a dit M. Aquino, ce n'est pas simplement le problème des médicaments, ce n'est pas simplement le problème des répercussions autres sur l'environnement social et culturel, mais c'est aussi l'absentisme au travail, le présentisme qui nous déprofile, la perte de revenus, c'est aussi ce qui est intangible, la douleur, la dépression, la perte de projet de la personne malade et aussi de l'aidant proche qui est indispensable ici, naturellement. Tout cela fait partie du coût global de la maladie pour lesquels, finalement, effectivement, quoi que l'on fasse, finalement, environ 2/3 du coût global est supporté par le patient, la patiente et son entourage plutôt que la société. La résilience,
difficile à définir. Pourtant, j'ai trouvé une phrase d'une autre Française, Madame Mariano, à l'Université Lumière-Lyon, qui la définit comme cela, et c'est vraiment intéressant, ça me semble assez complet. La résilience suppose deux mouvements. On parle toujours de mouvement, d'adaptation. Rien n'est jamais figé. Le premier consiste dans des modalités de résistance au stress ou au traumatisme, et donc la capacité de faire face, alors que le deuxième mouvement concerne davantage la capacité de continuer à se développer et à augmenter ses compétences dans une situation adverse. Faire face et continuer à vivre naturellement dans la meilleure qualité de vie, comme disait M. Aquinos. Et pour cela, nous pouvons faire chacun d'entre nous ce que nous pouvons, naturellement. Veiller à une bonne hygiène de vie, nous l'avons vu, gérer les facteurs de risque, diabète, cholestérol, gonflement, tabagisme et autres, qu'on ne va même pas côtoyer ni de près ni de loin, être attentif aux facteurs aggravants, dont la dépression, et aussi l'observance médicamenteuse qui, comme on le sait, peut être tout à fait délétère. Alors, nous avons construit en Belgique une association qui s'appelle EPLC, Ensemble pour le cerveau, qui en fait prône la multidisciplinarité synergique entre différents intervenants de santé, avec une phrase assez intéressante, me semble-t-il, celle de Auguste Comte, qui dit effectivement « savoir pour prévoir afin de pouvoir ». Parce qu'en fait, il nous faut savoir pour prévoir et pouvoir. Et le savoir se construit, s'échange parmi tous les intervenants. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2006, en mettant autour de la même table les représentants nationaux de la médecine générale, des pharmaciens, des kinés, des infirmières, des psychologues, des ergothérapeutes, etc., et même des infirmières et des soignantes, qui sont celles qui sont les moins scientifiquement formées et qui pourtant développent le sens du toucher. Nous leur avons donné effectivement des drapeaux rouges, disant « Ah, il se passe quelque chose avec mon patient », donc j'en réfère à l'organigramme, où chacun va intervenir en fonction de son art, pour apporter la meilleure qualité de vie, mais où finalement aussi même le médecin reste au centre, parce que celui qui prend la responsabilité encore actuelle du diagnostic, autant que le diagnostic soit vraiment toujours intéressant, et du traitement à venir. Donc tout cela va aussi dans le sens d'un mouvement modernisant et surtout humaniste de la prise en charge des patients. Et nous avons attiré autour de nous toute une série d'intervenants, dont cette société scientifique, dont des sociétés de recherche, de médecins, etc., et aussi, naturellement, des associations de patients, qui, comme vous le savez, sont celles qui sont le plus en lien avec le vécu sur le terrain, tout en sachant que nous avons à chaque fois affaire à des associations particulièrement structurées et qui sont liées à des comités scientifiques. Et là, je dis un petit bonjour à France Parkinson, qui est une association particulièrement merveilleusement intéressante et qui, effectivement, avec laquelle nous collaborons de façon assez fréquente. Nous avons, depuis 2006, nous sommes intéressés aux accidents vasculaires cérébraux, puis à la sclérose en plaques, et puis maintenant, plus récemment, à la maladie de Parkinson et à la migraine. Alors, j'en reviens à une autre Bible, plus récente peut-être, qui est celle de Grégory Minaud et de Salah Chekhi, pour vous rappeler qu'effectivement, la résilience est un atout qui peut s'acquérir et se développer avec les 5 domaines qui nous sont rappelés ici. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais m'intéresser à une maladie pour, dans son parcours de vie, revenir sur les différentes interventions non médicamenteuses qui sont actuellement présentes dans nos habitudes ou qui vont ouvrir l'avenir aussi, en ouvrant effectivement le questionnement pour le table ronde par la suite, parce qu'évidemment, on ne peut pas être naturellement exhaustif dans ce genre de discussion. Alors, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative avec des signes qui se veulent être parfois précurseurs et qui, comme tous signes précurseurs, ne sont pas spécifiques de la maladie, mais nous avons affaire à un faisceau d'éléments qui, comme tout artiste, enquêtrice et enquêteur que nous sommes, vont nous faire dire « Ah, peut-être y a-t-il un terrain pour une maladie de Parkinson ». Alors, globalement, il y a l'agitation psychomotrice, c'est-à-dire en fait l'agitation pendant le sommeil paradoxal, dans une partie de nuit, là où finalement le corps, le cerveau fonctionne aussi bien, même plus qu'à l'éveil, et pourtant le corps est inhibé. Chez le parkinsonien, il y a une désinhibition, donc la personne vit son rêve, elle peut parfois être agressive sans le vouloir. Il y a aussi la perte d'odorat, il y a souvent des gens sans repos, il y a d'autres choses, la constipation, la douleur, etc. Tout cela, surtout
si vous faites partie d'une famille où il y a d'autres parkinsoniens, et surtout si vous êtes agriculteur utilisant les pesticides, on dit là, il y a peut-être des signes précurseurs, qu'il y a un faisceau d'éléments qui peut nous faire évoquer ce genre de diagnostic, avec finalement la création d'une imagerie qui peut la confirmer ou pas. Et puis la maladie s'installe, elle s'installe de façon plus classique. Donc avec le tremblement, avec la kinétorigidité, c'est-à-dire la perte de la kinétorigidité, la perte du mouvement, de l'induction du mouvement qui paralyse, qui ralentit et qui fait tomber aussi, avec un tremblement de repos qui intervient dans un tiers des cas seulement, et une posture particulièrement classique. Mais il y a des signes moteurs, mais il y a des signes non moteurs qu'on ne voit pas, comme la dépression, la dopamine qui a manqué au Parkinson est une hormone de plaisir, l'anxiété, la psychose, le trouble de l'odorat, dépression, douleur qu'on ne voit pas et qui paralyse. Le seuil des Parkinsoniens, le seuil de douleur des Parkinsoniens est abaissé, donc les personnes ont plus facilement mal. Et les troubles de la mémoire procédurale, c'est-à-dire la perte de savoir comment on fait les choses sans y penser. Imaginez-vous, vous montez un escalier et vous devez penser à lever le pied droit, puis à détacher le pied gauche, ça doit se faire en harmonie, vous allez tomber aussi. C'est le défi du Parkinson. Donc, la maladie de Parkinson est effectivement sur un chemin de vie assez délétère, et ces différents signes moteurs et non moteurs vont effectivement s'entrelacer tout au long de la vie pour diminuer la qualité de vie, avec parfois l'arrivée de ce qu'on appelle la démence, c'est-à-dire des syndromes parkinsoniens plus largement dégénératifs qu'une syndrome de Parkinson. Et ici, vous avez une confrontation entre Cassius Clay, qui était un être merveilleusement intelligent, mais qui malheureusement avait un syndrome parkinsonien avec une démence post-traumatique des boxeurs. Et à côté, vous avez Michael J. Fox, qui a une maladie de Parkinson pure et qui a naturellement une neurostimulation, avec des maladies qui sont diverses et variées, et dont on pourra discuter si vous le désirez. Tout cela donne une maladie lentement évolutive, sournoise, avec toutefois de nombreux médicaments, traitements médicamenteux, non médicamenteux aussi, mais aussi des traitements neurochirurgicaux particulièrement efficaces. Alors, je vais un peu vous mener maintenant dans la campagne que nous avons menée en Belgique sur la sensibilisation des signes précurseurs au tout public, aux intervenants de la santé, la détection précoce diagnostic et les complications. Et à chaque fois, je vais essayer d'y insérer les innovations, les interventions non médicamenteuses, en espérant que je ne me tromperai pas de leur définition, pour effectivement essayer de brosser une idée et ouvrir les débats par la suite lors de la table ronde que Michel Noguès va nous proposer par la suite. Alors, d'abord et avant tout, nous sommes ici dans le centre européen et presque mondial du handball, qui est une référence parmi les références en handball. Et bien effectivement, il faut se rappeler que l'activité physique régulière, mais réalisée avec plaisir, est effectivement à autant de poids, souvent, que le traitement médicamenteux, surtout en début de maladie, mais par la suite aussi. Et nous avons d'ailleurs un jeune parkinsonien de 40 ans qui a pu conclure le Ironman de Copenhague il n'y a pas longtemps. Plaisir en couple, c'est beaucoup mieux. Plaisir et tendre à la performance un peu plus lointaine que le simple équilibre pour évoluer. Il y a aussi la musique. Comme disait Hervé Platel de l'INSERM, c'est une symphonie neuronale. Cette symphonie neurale, elle stimule des capacités de mémoire émotionnelle, motrice, perceptive, et c'est parce que c'est global qu'elle résiste à la neurodégénérescence, en mettant de nouvelles connexions, en essayant de favoriser cette plasticité cérébrale aussi. Il y a d'autres attitudes, comme la psychothérapie adaptée naturellement, la sophrologie, dans l'éducation à l'autogestion du stress, la cohérence cardiaque, particulièrement intéressante pour l'anxioliste, la méditation, avec mon ami le professeur Steven Norris, que vous connaissez peut-être aussi, le Qigong, le Tai Chi Chuan et d'autres encore qui équilibrent le corps et l'esprit. Alors il y a des traitements peut-être préventifs vitamineux, coenzyme Q10, d'autres se sont initiés à des traitements statistiquement disent-ils valables, avec le tabac, le café et le thé. Alors mon épouse, qui est sophrologue et tabacologue, me fait dire ceci: le tabac est mauvais pour la santé naturellement, parce qu'on ne parle pas de tabac, mais on parle plutôt de nicotine. La nicotine qui stimule et qui peut être neuroprotectrice aussi. Tout cela ouvre des champs d'avenir importants, donc on pourra discuter sur le début. Et alors il y a ce que nous avons déjà évoqué précédemment, c'est le microbiote intestinal. Et il est éprouvé de plus en plus
qu'un microbiote intestinal, je dirais, harmonieux, est directement lié à l'évolutivité de la maladie neurodégénérative. Souvenez-vous que dans les intestins, il y a 200 000 neurones et qu'effectivement, les bactéries sont très innombrables et qu'elles doivent fonctionner en parfaite harmonie ou pas. On est allé jusqu'à même pratiquer des greffes de microbiote intestinal avec des résultats qui sont un peu hasardeux. En tout cas, il faut continuer à prendre des probiotiques et s'adonner au régime méditerranéen montpellierien. Alors il y a le cannabis, donc on va discuter aussi. THC, CBD, c'est clair que ça peut être intéressant déjà utilisé pour les antidouleurs, pour les syndromes de jambes sans repos, pour certaines insomnies, mais finalement, Parkinson Québec, qui en a plus l'expérience parce qu'effectivement il est utilisé de façon beaucoup plus large, dit que effectivement les effets secondaires, surtout sur l'impact délirant et autres, nous fait prendre cette attitude avec beaucoup de précautions. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des centres en France, dont le centre Timoine à Marseille, qui sont en train de mettre en place une étude pour effectivement d'affiner ce cannabis, comme on fait d'ailleurs dans la sclérose en plaques, où il est vendu sous forme de Sativex pour la spasticité. Et enfin, il y a des outils adaptés pour contrer le tremblement. C'est un outil. Mais tout de même, ça peut être une intervention non médicamenteuse s'il est amené de façon un peu particulière. Les stimulations transcrâniennes aussi, qui vont apporter un certain bien-être plus qu'autre chose. Donc ça, c'est pour le général. Alors, pour les éléments diagnostiques et pour les complications, que seront les chutes, déglutition, troubles du sommeil, confusion et mauvaise adhérence médicamenteuse, eh bien, il y a quelques petites avancées, naturellement. Pour les chutes, il y a ces stimulations visuelles que l'on met sur le sol et qui fait que le Parkinson peut outrepasser cette ligne et avancer. Il y a ces stimulations auditives qui va scander la marche. Il y a certaines intelligences artificielles dans des chaussures adaptées qui vont effectivement analyser et interagir sur la proprioception, mais rien ne vaut naturellement la kinésithérapie posturale et dynamique. On va y revenir si vous le voulez. Pour les troubles de la déglutition, avec l'atout, qui est un facteur, un signe d'alerte, il y a effectivement cette méthode orthophonique qui est celle de la LSVT, la Lee Silverman Voice Treatment, qui équilibre effectivement la phonation, la respiration et aussi la déglutition. On a vu les chutes, la déglutition, le sommeil. On le sait, le sommeil est bien loin d'être une période où on ne fait rien et qui ne sert à rien. Elle sert d'une part, avec le sommeil de l'an profond, à favoriser le métabolisme corporel avec l'hormone de croissance. En deuxième partie de nuit, il sert à équilibrer l'apprentissage, la mémoire, l'identité. Tout cela doit donc être respecté, non pas en quantité mais en rythme. Il faut monter dans les rythmes du sommeil, tout en sachant effectivement que dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, on a prouvé que, et on a montré en général, que pendant le sommeil, les cellules neuronales rétrécissent dans leur dimension et qui permettent ainsi le flux du liquide foragidien de laver le cerveau de ces toxines. Donc, effectivement, conserver le sommeil, ça pourrait être aussi une façon d'améliorer ses fonctions de lavement intérieur. On sait aussi que le moins on dort bien et plus on a mal, puisque lorsqu'on ne dort pas bien, lorsqu'on altère le sommeil lent profond, le seuil d'induction de la douleur baisse aussi et on a plus facilement mal la journée. Tout ça est important. Et dans le Parkinson, en fait, les troubles du sommeil sont très, très nombreux, sont innombrables. Nous faisons entrer soit vers des tableaux de dégénérescence plus larges, soit avec l'insomnie ou les hypersomnies. Nous savons que pour avoir un bon rythme de sommeil, il faut un stimulus lumineux le matin et il faut ne pas y penser le soir pour s'endormir. Alors pour ça, il y a un appareil qui prône la luminothérapie, qui diffracte la lumière et qui va stimuler la rétine et puis l'épiphyse, qui va donc inhiber la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone de sommeil. Cette inhibition va faire qu'elle sera mieux sécrétée en deuxième partie de journée, voire en soirée, et donc permettra un meilleur rythme veille-sommeil. Et elle est utilisée maintenant de plus en plus aussi dans les maladies neurodégénératives de façon à contrer cette évolution spontanée qui fait qu'on confond le jour et la nuit. Il y a une inversion du rythme veille-sommeil. Il y a la sieste, qui n'est pas nécessairement italienne. Vous savez que pendant la journée, nous avons une période entre 12 et 15 heures où il y a une inflexion spontanée de la vigilance qui n'est pas liée au repas, mais qui, en fait, si vous allez dormir une demi-heure à ce moment-là, vous allez pouvoir augmenter la qualité
de la vigilance l'après-midi sans réduire la tension sommeil la nuit. On pourra y revenir aussi si vous voulez, et je vous donnerai quelques trucs. Il y a aussi la phytothérapie, la passiflore, la valériane, le houblon, pas dans un verre, parce que même s'il fait dormir, il peut nous réveiller aussi dans d'autres circonstances. Et on entre dans ce qu'on appelle la chronothérapie, qui est importante, et qui, en quelque sorte, peut aussi, dans son concept, être aussi s'appliquer dans les innovations et les interventions non médicamenteuses. L'insomnie, la perte de sommeil, l'hypersomnie. Il faut d'abord savoir pour prévoir afin de pouvoir. Ce ronflement qui parfois est intermittent et s'alterne avec des apnées, des arrêts respiratoires, avec des répercussions cardiaques, hémodynamiques, métaboliques et le diabète, sur la vigilance, avec des répercussions à type d'accidents cérébraux et accidents cardiaques aussi, avec un trépied qui nous fait le détecter, le ronflement intermittent, la somnolence diurne et l'hypertension artérielle dite essentielle, et qui nous mène effectivement à des innovations, à des interventions non médicamenteuses, telles que par exemple l'utilisation de prothèses d'avancement mandibulaire, qui font en fait pour sortir d'une apnée, il faut que votre mâchoire inférieure soit protractée, et certaines personnes, c'est très joli, ont un petit menton avec une rétrognathie, il faut les aider à ce qu'effectivement cette protraction spontanée se fasse, et il y a une place extraordinairement intéressante pour la rééducation myofonctionnelle des muscles oropharyngés chez les kinés aussi. Et qu'on n'y arrive pas, vous avez ces appareils de pression percutive qu'on connaît, qui sont en fait des souffleurs d'air et qui font rabattre vers l'avant la langue et l'oropharynx de façon à ouvrir les voies aériennes pendant la nuit. Et lorsque le matin vous réveillez avec une douleur et qu'on dit vous avez une migraine, dans la plupart des cas, cette migraine est favorisée par ce qu'on appelle une céphalée surtension musculaire liée à une contraction musculaire posturale. Et là, vous avez de la place pour l'harmonisation myotensive, cette écoute, et vous avez de la place aussi pour des stimulations transcutanées qui sont les TENS, que les kinésithérapeutes utilisent depuis longtemps et qui sont appliquées à l'endroit de stimulation du nerf trigeminal. J'arrive et je vais essayer de ne pas être confus, puisque nous allons aborder la confusion maintenant, rapidement, avec dépression ou altération cognitive, avec, comme vous le savez, l'impact des médicaments comme les anticholinergiques sur la confusion, avec l'utilité de la rééducation neuropsychologique adaptée, comportementaliste, avec l'utilisation de ces substances non médicamenteuses comme cette feuille de ginkgo biloba de mon jardin, avec cette façon que nous avons parfois dans des environnements multisensoriels de calmer, d'harmoniser la personne et son vécu. Et puis la dernière chose, et j'en finirai par là, cher monsieur Nogues, c'est vous rappeler tout de même, en contrepartie de ce qu'on a discuté jusqu'à présent, c'est qu'en fait, par année, l'Europe perd environ 1250 millions d'euros à cause de l'observance médicamenteuse qui n'est pas respectée. Soit parce que le médicament n'est pas pris, soit parce qu'il est mal pris, soit parce qu'il y a des interactions. Donc le médicament est vraiment la source de problèmes et d'une perte financière et de qualité de vie surtout. En sachant que la plupart des personnes qui viennent aux urgences sont souvent des personnes qui ne prennent pas de leurs médicaments ou qui ont des effets secondaires. Et nous devons arriver à une alliance thérapeutique avec les patients. Cette alliance thérapeutique, nous y arrivons par la discussion, en étant attentifs, par l'utilisation de semainiers qui peuvent être simples ou sophistiqués, avec une entrée tout de même vers l'intelligence artificielle. Et le problème est, est-ce que nous devons en avoir peur? Il faut effectivement monter dans le train avec courage, puisqu'effectivement cette intelligence artificielle va nous mener peut-être à nous faire découvrir des réalités qu'on ne soupçonne pas, avec le big data, et d'autre part, va nous aider à à acquérir plus de temps à discuter et à parler avec les patients. Pour nous faire arriver, en fait, comme disait Maître Nino, à une médecine aux 4 P. Prédictive et préventive, mais aussi personnalisée et participative du patient, qui n'est plus l'objet, mais aussi un sujet participatif à son propre avenir. Et j'en finirai par ceci, c'est que les neurosciences sans la culture ne sont rien, et la culture sans les neurosciences ne sont rien non plus. Nous sommes des êtres complets. Voilà. Merci. Merci beaucoup.